Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue du coup dans ce webinaire. Euh, Nous, notre but, c'est que vous puissiez à la fin de ce webinaire avoir un petit peu les bases de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Et pourquoi pas, voilà, si ça vous intéresse, creuser le sujet, que ce soit avec nous ou à nos différents temps forts pendant l'année. On va commencer par, hop, se présenter. Du coup, Roxane Klonowski, donc moi je suis responsable du pôle collectivité et action publique à la CRES Île-de-France et je suis accompagnée aujourd'hui de Elisa Koch et je suis alternante chargée du développement territorial, économie sociale et solidaire auprès de Roxane, donc à la CRES. Et alors, pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas encore les CRES, alors la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, on est la tête de réseau régional de l'économie sociale et solidaire. Donc, on est une association, on n'est pas une chambre consulaire. Et nos actions ont été définies par la loi de 2014 et on a notamment des objectifs d'observation, de développement, d'accompagnement et de promotion de l'économie sociale et solidaire, ce que nous faisons aujourd'hui auprès de vous. Alors, pour commencer, donc, nous, on a prévu 3 temps sur ce webinaire, puisqu'on essaye en un minimum de temps de vous donner un maximum d'informations. Donc, on va commencer par quelques idées reçues. On va vous poser quelques questions. Donc, on vous invite à répondre dans le chat. Voilà, pour voir un petit peu quel niveau de connaissance et de compréhension vous avez sur l'économie sociale et solidaire. Ensuite, on va voir en quoi c'est intéressant ou pas de développer l'économie sociale et solidaire au niveau d'une ville. Et on va vous donner des leviers et des exemples de développement de l'économie sociale et solidaire pour que vous puissiez aussi vous-même vous en inspirer. Donc, on va commencer sur débroussailler un petit peu tout ça et voir si vous avez quelques idées reçues sur l'économie sociale et solidaire. Alors, tout d'abord, je vous propose de revenir sur la définition de l'économie sociale et solidaire afin que chacun ait un peu une base commune. Vous pouvez parfois entendre que l'ESS, c'est assez flou, qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Alors ça, c'est peut-être une première idée reçue que vous pouvez avoir. En effet, l'économie sociale et solidaire, elle a été définie assez clairement via la loi du 31 juillet 2014. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi? Elle nous dit que l'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine. Alors, un petit point d'attention ici, on parle bien de mode d'entreprendre et non de secteur, comme on peut l'entendre parfois. Donc, l'idée, c'est qu'il s'agit plutôt d'une manière de faire de l'économie qui peut s'appliquer à tous les secteurs de la vie. Et donc, on ne parle pas de secteur de l'ESS, mais bien de mode d'entreprendre. Pour savoir si une structure appartient à l'économie sociale et solidaire, on s'intéresse à 3 critères fondateurs, qui sont des critères cumulatifs, à savoir, est-ce qu'il y a une gouvernance démocratique? Donc ça, c'est le principe de une personne égale une voix dans la prise de décision, indépendamment de son statut au sein de l'organisation. Donc, est-ce qu'on est à la direction ou non, par exemple, ou du capital que l'on a apporté. Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices. Donc ça, c'est le principe de lucrativité limitée. L'idée qu'on ne va pas chercher la lucrativité seule et de savoir comment est-ce qu'on va gérer les bénéfices. Et ça va un petit peu avec le principe suivant, qui est une gestion qui dessert principalement l'objet de la structure. Alors là, vous pouvez vous dire, ces 3 critères, d'accord, on a bien compris, mais comment est-ce qu'on peut savoir si une structure les applique réellement en son sein? Eh bien, il y a quelque chose qui simplifie les choses, c'est que il y a des structures qui répondent du fait de leur statut même à ces critères-là. Alors justement, ça nous amène à la première question. À votre avis, parmi ces structures, laquelle ou lesquelles n'appartiennent pas de fait à l'économie sociale et solidaire? Entre autres, lesquelles n'appliquent pas les 3 critères fondateurs qu'on a cités tout à l'heure. Je vous laisse répondre dans le chat. Un et 2, d'accord. 1 et 3, donc pas mal de 1. Elles appartiennent toutes, d'accord. 1 et 2. Donc j'ai l'impression que la première revient beaucoup.
Je vais vous donner la réponse. Donc, en fait, il y avait un premier petit piège, puisque tout à l'heure, on a parlé de statut. Parmi les 4 structures que vous avez là, il y en a une qui n'est pas un statut en soi. Il s'agit des entreprises à mission. En effet, c'est un agrément qui peut être délivré à des structures. Mais si l'on a cet agrément, ça ne nous dit rien des modes d'organisation interne. Si vous pensez par exemple à Danone, qui a été entreprise à mission, elle n'avait pas de procédé démocratique au sens de une personne est égale une voix dans sa prise de décision. Par contre, les autres, les associations, les coopératives et les mutuelles, du fait de leur statut, elles vont appliquer les 3 principes que l'on a vus tout à l'heure. Il y a d'autres statuts juridiques qui s'ajoutent. Donc là, on vous a remis les différents acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a cité les coopératives, les mutuelles et les associations. S'ajoutent à cela les fondations. Et ensuite, on a les sociétés commerciales d'utilité, de l'économie sociale et solidaire, pardon. Donc celles-ci, c'est les seules sur lesquelles vous pouvez avoir un petit doute pour savoir si oui ou non elles appartiennent de fait à l'économie sociale et solidaire. Donc, ce qu'on vous recommande, nous, c'est plutôt de vous intéresser à l'agrément ESUS, qui est un agrément qui peut être délivré à certaines structures qui respectent un certain nombre de conditions. Donc, on vous a remis les conditions, on ne va pas revenir sur chacune d'entre elles, mais il y a notamment la condition de l'utilité sociale. Et donc, si une structure a l'agrément ESUS, vous êtes sûr et certain qu'elle appartient à l'économie sociale et solidaire. Très bien. Maintenant que vous savez un petit peu que on peut deviner si une structure de l'ESS en est une avec typiquement les critères, mais aussi les statuts, va s'intéresser à où est-ce que se situe dans les secteurs d'activité l'économie sociale et solidaire. Est-ce que selon vous, l'ESS intervient dans l'action sociale? Est-ce qu'elle intervient plutôt dans le domaine de la santé, dans les activités financières ou dans la transition écologique? Alors bien sûr, plusieurs réponses sont possibles. On vous laisse répondre dans le chat. Alors, on a une majorité de tous les secteurs, effectivement. Eh bien, effectivement, puisqu'on a parlé tout à l'heure du fait que il s'agissait d'un mode d'entreprendre et non d'un secteur, l'économie sociale et solidaire peut s'appliquer à différents domaines. Vous connaissez sûrement dans la santé le pan du médico-social où l'ESS y est surprésenté. Dans les activités financières, vous connaissez sûrement les banques coopératives, le crédit mutuel, le crédit coop, le crédit agricole, enfin voilà, plein de banques assez connues. Dans la transition écologique, on a aussi toutes les structures qui font de la réparation, de l'économie circulaire. Euh, voilà, donc on a vraiment dans tous les domaines d'activité euh, de l'économie sociale et solidaire. C'était, voilà, pour que vous puissiez le savoir. On vous a fait un petit rappel sur le fait que ce soit un mode d'entreprendre et pas une activité en soi. Voilà, ça c'est comme ça vous aurez de quoi réviser quand on vous enverra le PowerPoint. Alors maintenant que vous savez un petit peu tout ça, à votre avis, quelle part de l'emploi privé l'économie sociale et solidaire représente-t-elle en Île-de-France? Est-ce qu'on est à 9,1%, à 20,5%, à 5,1% ou à 7,8%? De même, je vous laisse répondre dans le chat. Alors, je vois que ça se discute un petit peu entre le 1 et le 4, mais quand même une majorité de 1. Et on est en effet à 9,1% de l'emploi privé au niveau de l'Île-de-France. Donc là, on vous a remis quelques chiffres et notamment des chiffres de comparaison avec le niveau français. Ce qui peut un peu interpeller, c'est que la part de l'emploi privé, enfin de l'ESS dans l'emploi privé en France est plus élevée qu'en Île-de-France. Il y a plusieurs choses à prendre en compte pour comprendre ce chiffre et cet écart.
déjà, bien garder en tête que l'Île-de-France, niveau économique et niveau part d'emploi, c'est assez énorme. Et ensuite, au sein de l'Île-de-France, les structures de l'emploi privé classiques dépendent beaucoup d'un effet qu'on appelle l'effet siège, c'est-à-dire que l'idée que beaucoup de grandes entreprises ont leur siège au sein de l'Île-de-France. Et mécaniquement, ça va faire augmenter la part de l'emploi privé. Or, l'économie sociale et solidaire, qui est plus une économie du local et qui dépend moins de cet effet siège, on a peu de structures, moins en tout cas de structures de l'ESS où on a un gros siège et ensuite quelques autres lieux d'implantation hors de l'Île-de-France. Donc forcément, ça va faire baisser sa part. On vous a également remis quelques chiffres sur les domaines d'action. Donc, en Île-de-France, les principaux domaines d'action de l'ESS, c'est l'action sociale, les arts et spectacles, sport et loisirs et la santé. Et au niveau de la France, on est sur l'action sociale, les arts, spectacles, sport et loisirs et les activités financières et d'assurance. Alors, ensuite, comme vous faites partie de municipalités, on va s'intéresser au bloc communal et pourquoi s'intéresser à l'économie sociale et solidaire maintenant que vous savez un petit peu plus ce que c'est. Donc, on répète un petit peu ce qu'on a vu ensemble. Donc, on a vu que l'économie sociale et solidaire, c'était des statuts, donc les statuts de toutes les associations, employeuses ou non, des mutuelles, des fondations, des coopératives et des sociétés commerciales de l'ESS. On a vu aussi qu'elle représentait à peu près 9,1% de l'emploi en Île-de-France. Donc, un peu moins d'une personne sur 10 travaille en Île-de-France dans l'économie sociale et solidaire, que c'était une économie locale. Et donc là, on va voir du coup pourquoi s'y intéresser quand on est une mairie. Alors, déjà parce que l'économie sociale et solidaire, c'est un facteur d'attractivité territoriale. Quand on a parlé des statuts auparavant, vous n'avez pas forcément euh, bah, matérialisé en fait ce que ça pouvait donner dans une commune. Mais en réalité, quand une personne s'installe dans une ville, elle ne s'installe pas dans une ville seulement car il y a un emploi, mais également car il y a un accès à la culture, un accès au sport, parce qu'il y a du lien social, parce qu'il y a la garde d'enfants. Et toutes ces actions où l'ESS y est surreprésenté sont des intérêts pour l'attractivité des communes. C'est également, l'ESS porte également des activités qui répondent à des besoins locaux, d'utilité sociale, de la transition écologique, qui sont aussi des sujets d'intérêt des populations locales. Nous, ce qu'on trouve intéressant aussi, c'est vraiment le lien entre la coopération qui peut exister dans les structures de l'ESS et dans les façons de s'organiser dans l'économie sociale et solidaire. C'est intéressant pour une structure d'être en lien avec d'autres structures, mais aussi avec des collectivités, avec les citoyens. On a des réseaux de l'ESS assez divers et multiples. On a bien sûr, donc nous, la Chambre régionale de l'ESS, où on est la tête de réseau régional, mais il y a énormément de réseaux locaux, sectoriels, et qui permettent de travailler en coopération. Il y a également des modes de gouvernance qui peuvent être intéressants aussi pour vous en tant que collectivité. On a parlé tout à l'heure des coopératives. Vous connaissez sûrement les SCOP, qui sont des coopératives ouvrières. Euh, on connaît maintenant un peu plus Duralex, donc les verres de cantine qu'on avait quand on était petit, qui ont été repris par les salariés. Mais on a aussi des coopératives qui sont sous forme de SIC, donc Sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui ont différents collèges et qui peuvent intégrer dans leur collège des collectivités. Et donc, la collectivité peut travailler avec les différents collèges qui peuvent représenter différentes personnes et les salariés et qui peuvent du coup travailler leur politique publique de façon un petit peu différente, directement en intégrant la structure. On a aussi des modes de gouvernance qui ne sont pas forcément des statuts, mais qui sont des modes d'organisation comme les pôles territoriaux de coopération économique qui permettent de mettre autour de la table des collectivités, des entreprises, des structures de l'ESS,
des consommateurs sur un projet territoire. On a des PTCE sur des sujets très, très divers. Ça peut être sur la mobilité, sur l'alimentation, ça peut être également sur la logistique. Les PTCE sont aussi une réponse à la coopération sur un territoire et à la réalisation de projets de territoire. Donc, ça peut être aussi intéressant lorsqu'on est une ville. C'est également une économie qui se veut résiliente. Même si en ce moment, les associations sont en difficulté, elles ont bien résisté aux différentes crises, au Covid. On a salué aussi leur réactivité pendant la crise du Covid-19. Elles ont également, de façon générale, les structures de l'ESS, en plus des associations, un principe d'organisation avec une réserve non distribuable, ce qui leur permet de garantir une trésorerie et du coup une certaine résilience. Bon, les difficultés qui s'accumulent en ce moment font que voilà, elles sont de plus en plus de difficultés et donc de moins en moins la possibilité d'être résiliente sur le temps très long. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a observé pour le moment jusque cette année. C'est également une économie qui crée des emplois locaux non délocalisables. On l'a dit, elle répond à un besoin. Typiquement, une population qui a un besoin peut avoir du coup une association qui y répond. Je vous ai parlé tout à l'heure de clubs sportifs ou de culture. Le club sportif d'une ville ne peut pas être délocalisé parce que la main-d'œuvre est moins chère dans un autre pays, au même titre que d'autres structures. C'est également une économie qui favorise l'innovation. On a oublié une petite lettre. Ça favorise l'innovation puisqu'on parle souvent d'innovation technologique, mais il y a également tout ce qui est l'innovation sociale. Vous connaissez sûrement le mouvement Emmaüs qui a été à l'inspiration de tout le mouvement des ressourceries et recycleries qui ont été largement repris par la suite. Ce qu'on trouve également intéressant dans cette économie, pourquoi on trouve intéressant aussi de s'y intéresser quand on est une commune, c'est que ça fait vivre la démocratie localement. On a parlé du fonctionnement démocratique, une personne égale une voix, donc c'est aussi un reflet de la démocratie, mais c'est aussi intéressant puisque c'est souvent le premier lieu d'engagement des personnes dans les associations. On trouve aussi un intérêt à la démocratie parce que c'est souvent le dernier rempart qu'il existe dans certains villages quand les lieux de sociabilisation se sont fermés les uns après les autres, les cafés, les boulangeries, etc. Souvent, ce qui reste à la fin, c'est le club de sport et qui reste du coup un lien voilà, de socialisation et du coup de vecteur de démocratie. On a également un intérêt qui est intéressant puisque les structures de l'ESS, puisqu'elles ne mettent pas le profit en premier lieu, elles ont un intérêt qui est semblable à celui des collectivités, qui est l'objectif de l'intérêt général. C'est pourquoi on trouve que c'est intéressant en tant que collectivité d'accompagner ces structures-là. C'est que vous partagez le même objectif qui est de répondre aux besoins de population par des moyens les plus, on va dire, euh, les plus simples et les plus locaux. Euh, Hop, on vous a remis du coup cette carte qui a été faite par le RTES pour que vous puissiez un petit peu voilà, vous imaginer parce que voilà, on vous a donné un peu beaucoup d'informations, mais là, on vous aide peut-être un peu à vous situer donc dans le bloc communal où est-ce qu'on trouve l'économie sociale et solidaire. Souvent, nous, on propose aux collectivités de réfléchir à une journée sans l'ESS dans sa ville. Eh bien, nous, ce qu'on voit dans une journée sans ESS, c'est une journée où on n'a plus de garde d'enfants, où on n'a plus de cours de sport, où on n'a plus de personnes du grand âge qui est pris en charge par des structures de l'ESS. On n'a plus de gestion de proximité des biodéchets. On n'a plus de personnes éloignées de l'emploi qui sont accompagnées vers des nouvelles opportunités. Voilà, la liste est longue, mais on voulait vous montrer un petit peu où s'inscrivait l'économie sociale et solidaire dans le bloc communal. Et pour voir cela un petit peu plus concrètement, on vous propose d'explorer ensemble trois exemples qui nous donnent à voir comment on peut faire des liens entre l'économie sociale et solidaire et les compétences des communes avec différents modes d'intervention sur des thématiques assez variées.
Donc, le premier exemple, il concerne les cantines scolaires et plus particulièrement la cantine scolaire Maris Bastier qui est située à Romainville. Donc, comme la majorité des écoles en Île-de-France, c'est une école et donc une cantine qui était livrée en repas par une cantine centrale d'échelle industrielle, donc assez classiquement des repas préparés qui sont livrés et qui sont ensuite réchauffés sur place, puis distribués. Mais le bilan de ce procédé-là était assez négatif sur plusieurs points. Premièrement, d'un côté qualité, avec parfois des repas qui n'étaient pas toujours qualitatifs côté nutritionnel. Sur le plan du gaspillage, avec beaucoup de gaspillage chaque semaine. Et côté coût, que ce soit pour la collectivité comme pour les familles, si on s'intéresse au coût du plat et du repas pour les enfants. Donc, à partir de ce constat-là, il y a un collectif de parents d'élèves qui s'est mobilisé et qui a interpellé sur la question de l'alimentation et des cantines scolaires. Et la mairie s'y est intéressée, a écouté ces parents-là et s'est demandé comment est-ce qu'elle pouvait transformer son modèle. Elle a donc fait le choix de passer par une gestion pardon, en régie et pour opérer cette transformation, elle s'est alliée avec plusieurs acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, la collectivité a aussi un intérêt à se pencher sur ces questions-là, puisque derrière les cantines scolaires, il y a plusieurs enjeux qui se recoupent. On l'a déjà dit, l'enjeu économique, puisque ça coûtait assez cher à la collectivité, cette manière de produire les repas. Du côté écologique, on a cité déjà le gaspillage, mais aussi la question de la pollution, si on s'intéresse à comment étaient produits les aliments, comment ils sont acheminés jusqu'à la cantine. Et enfin, un enjeu social et de santé. Déjà parce que la question de l'alimentation et de l'alimentation saine et de qualité a un impact assez direct sur la santé et notamment des plus jeunes. Mais aussi que si on s'intéresse aux ménages les plus précaires, aux familles les plus précaires, pour les enfants, c'est parfois le seul repas complet qu'ils peuvent avoir dans la journée. Donc, la collectivité avait bien ces enjeux-là en tête et elle a voulu lancer une série de transformations et de changements. Donc, elle s'est d'abord fait accompagner par le collectif Les Pieds dans le Plat, qui est une association qui intervient sur les questions d'alimentation durable, qui l'a accompagnée dans le renouvellement de la cuisine. Puisqu'en fait, avant, comme je l'ai déjà dit, c'était principalement des plats réchauffés sur place. Là, il faut repenser les espaces de cuisine, savoir ce que l'on va cuisiner, comment on va le cuisiner et comment ça va être organisé. Il y a également la SIC Nourrir l'avenir qui est intervenue pour former les équipes. Donc, les équipes qui travaillaient déjà sur place ont été reformées pour de même savoir comment cuisiner, comment s'organiser en tant que brigade, hein, puisqu'il y a un chef qui a été embauché pour cuisiner tous les plats sur place. Et dans le choix des producteurs et des fournisseurs, un accompagnement par le GAB Île-de-France. Résultat, aujourd'hui, donc, on est à une cuisine qui est 100% réalisée sur place avec des aliments locaux, bio et de saison. Donc, qu'est-ce qu'on entend par local? La totalité des aliments est produite soit au sein de la ville, donc à Romainville, soit au sein de l'Île-de-France, puisque par ailleurs, la collectivité porte un projet euh, d'agriculture au sein de la ville. Donc, il y a des fruits et légumes qui sont produits au sein de la cité maraîchère. Euh, dans l'Île-de-France pour le reste des produits et petite exception pour la viande et le poisson qui viennent généralement de régions voisines. Alors, qu'est-ce que le projet a permis, si on le voit aujourd'hui avec un peu plus de recul? Donc, ça fait 5 ans maintenant que la cantine est passée en régie et qu'elle est 100% bio et locale. Déjà, les repas sont plus variés et d'une plus grande qualité pour les enfants. Ça a un effet direct sur le gaspillage qui a drastiquement baissé depuis qu'on est passé à cette cantine-là. Ça a aussi permis de créer des emplois puisqu'il y a un chef qui a été embauché et que le personnel qui travaillait pour beaucoup est passé de temps partiel à temps plein. Et puis les compétences et les missions de ce personnel-là ont été revalorisées hein, puisqu'on passe du simple réchaud à de la cuisine sur place. Et enfin, la question qui parfois fâche, puisqu'on pense que si on passe au bio, ça sera forcément plus cher. In fine, les prix des plats ont baissé pour la collectivité et donc aussi pour les familles. Donc, d'ici 2030, Romainville
devrait étendre cette expérimentation à l'ensemble des cantines scolaires. Du coup, ce qu'on a vu voilà, dans cet exemple-là des cantines scolaires, c'est que on peut se faire accompagner par des structures de l'ESS quand on a un projet qui a une volonté de transition écologique, d'égalité, de justice sociale. Euh, on l'a vu, mais on l'a un peu évoqué peut-être rapidement, mais c'est aussi un enjeu de la commande publique, puisque grâce à ce projet-là, Elisa l'a dit, on a acheté auprès du groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France, qui est une structure de l'ESS, euh, des produits biologiques. Donc, c'est aussi un enjeu de commande publique. Donc là, on vous a montré un peu deux exemples, donc c'est-à-dire un levier commande publique et un levier plutôt accompagnement. Et le prochain levier, on va être plutôt sur l'accès au foncier, puisque quand on est une ville, on peut s'intéresser à son foncier, à ce qu'on en fait, à la redynamisation d'un centre-ville. C'est souvent des sujets qui reviennent assez régulièrement. On a un exemple qui peut être intéressant pour vous et qu'on souhaitait vous présenter. C'est l'exemple de la Trésor, qui est en réalité l'ancienne trésorerie de la ville de Malakoff dans le 92, qui était inoccupée depuis une quinzaine d'années à l'abandon en centre-ville. Donc, la question de qu'est-ce qu'on faisait de cette trésorerie voilà, s'était posée près de la mairie, et plusieurs demandes avaient été formulées de la part d'habitants et d'habitantes qui avaient des besoins d'espace, de bricolage, d'accès à des outils plus performants, aussi de professionnels qui avaient besoin d'ateliers de fabrication, et il manquait également un lieu de sociabilisation, donc potentiellement un lieu qui pouvait être un café ou autre. Euh, la ville était, puisqu'elle est dans une dynamique où elle connaît bien les structures de sa ville, et elle a des liens qui ont pu être tissés précédemment sur d'autres projets, a pu se baser sur une autre structure de l'ESS pour ce projet-là. Et voilà, être à l'initiative aussi de la création de ce collectif euh, qui était du coup les fabriqueurs qui était une association de citoyens, le tiers-lieu voisin, qui était une société coopérative d'intérêt collectif, donc classique dont on vous parlait juste avant, qui s'appelle Casaco, mais également d'artisans voilà, indépendants de la ville. Euh, Ensemble, ce collectif a pu travailler avec la mairie pour redynamiser ce lieu, et le soutien de la ville a été particulièrement important, puisque ils ont mis en place une convention d'occupation avec un loyer préférentiel sur 10 ans. Cette temporalité des 10 ans a permis du coup à ce collectif de la Trésor de chercher des financements et de lever 2 millions d'euros sur, euh, sur une nouvelle cuisine professionnelle, ce qui leur a permis d'avoir un modèle économique sur leur cuisine, et d'avoir un espace qui peut accueillir du monde et qui est du coup souvent rempli. Ce qu'on voulait vous montrer par cet exemple-là, c'est qu'il y avait un besoin de redynamisation d'un lieu, un patrimoine laissé à l'abandon, des collectifs dynamiques locaux. euh, et tout ce monde-là voilà, a pu ensemble créer ce lieu-là. Euh, c'est un tiers-lieu coopératif, donc c'est une coopérative qui a signé cette convention, pour répondre à la question dans le chat. On va vous proposer aussi, pas de souci, on va vous proposer aussi enfin, d'autres exemples pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qui peut être fait en fonction des problématiques que vous pouvez rencontrer sur votre ville. Justement, un exemple plutôt axé sur la santé, où on va encore parler coopérative, puisqu'il s'agit d'une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui est la SIC Maison des Cultures, qui est implantée à Thomery dans le 77, et qui s'est posé la question de comment est-ce qu'on peut imaginer l'habitat autrement pour les personnes âgées, et notamment pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par penser l'habitat autrement? L'idée qu'avait la SIC, c'était de proposer des modèles alternatifs d'habitat
par rapport à ceux qu'on peut classiquement connaître, les maisons de retraite, les centres de santé, les maisons de repos, par exemple. L'objectif de la SIC, c'était de fonder le projet sur la question du choix et de l'autonomie, qui, comme vous le savez sûrement, est souvent pas forcément présent dans les autres modèles où on n'a pas la main sur les activités proposées, sur le repas, sur les horaires. Donc, la question de choix et d'autonomie, et aussi la question du lien social et du lien intergénérationnel, pour qu'il y ait toujours voilà, une vie sociale, de la sociabilité au sein de l'habitat. L'exemple un peu plus précis qu'on va vous donner, c'est la Poussinière, qui est un des établissements que gère la SIC, la Maison des Cultures. Et qu'est-ce que c'est la Poussinière? C'est une colocation de 10 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, sur le plan un peu pratico-pratique, comment est-ce que ça fonctionne? Euh, les différentes personnes ont chacune une chambre individuelle avec un accès à une salle de bain en privé. Et ils ont aussi des espaces collectifs partagés avec les autres habitants et habitantes, donc le salon, la cuisine. Il y a des auxiliaires de vie qui sont présents sur place 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins des habitants. Et il y a, puisqu'on parlait de lien social et d'intergénérationnel, un espace de sociabilité, donc un espace qui est vraiment dédié à cette activité-là, qui est le jardin, dans lequel il y a plusieurs événements qui sont organisés. On pourra y revenir tout à l'heure. Sur le côté fonctionnement de la maison, toutes les décisions sont prises en collectif, c'est-à-dire qu'il y a un animateur qui est chargé d'animer la colocation et de voir avec les habitants ce qu'ils veulent faire, que ce soit en termes d'activité, par exemple une sortie au musée, par exemple une sortie au restaurant, ou sur le choix des repas et des horaires. Et donc les activités comme les horaires sont assez souples. L'exemple que donnait la structure, c'est que, par exemple, le matin, les habitants ont décidé qu'ils préféraient déjeuner chacun de leur côté à l'heure qu'ils souhaitaient. Mais par contre, le midi, c'est plus un moment convivial où tout le monde cuisine ensemble et tout le monde partage le repas. Donc, en plus d'avoir des effets assez directs sur le bien-être des habitants et des habitantes, le projet il est fortement ancré au territoire puisqu'il y a plusieurs partenariats, plusieurs relations qui sont faites avec des acteurs locaux. C'est déjà le cas avec le personnel médical, puisque parfois il y a besoin d'une intervention ponctuelle d'un professionnel de santé au sein de la maison, avec diverses associations qui vont organiser quelques événements au sein du jardin, et avec les écoles qui ont des activités à la fois ponctuelles, c'est le cas de la chasse aux œufs annuelle, par exemple, qui se fait dans le jardin de la Poussinière, ou un petit peu plus régulière, comme du jardinage. Donc, en fait, le jardin est un peu intégré à la ville et ça permet d'un côté que les habitants et habitantes gardent du lien social et de la sociabilité et ça permet également d'ancrer le projet et d'impliquer les habitants de la ville. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est une SIC et pourquoi c'est important ici, c'est que la municipalité a fait le choix d'intégrer la SIC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la SIC, la collectivité, pardon, est entrée au capital et que donc, elle participe à toutes les prises de décision faites par la structure. Donc là, on voit que c'est une autre manière de faire des politiques publiques, une autre manière de soutenir les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Côté choix et implication, hein, puisque c'est sur ça que j'ai commencé, sachez que les familles peuvent aussi intégrer la SIC pour participer aux prises de décision sur la gestion de la structure. On voulait vous montrer tous ces exemples-là pour vous montrer qu'il y avait plein de leviers. Donc, autant prendre des parts dans une société coopérative, mettre en place une convention d'occupation de lieux, développer des achats responsables, se faire accompagner par des structures. Vous voyez, il y a plein de façons de travailler avec l'économie sociale et solidaire et son développement. Ce qu'on voulait vous proposer, du coup, comme vous êtes sûrement en début de mandat, on voulait vous proposer un petit peu, voilà, des leviers de développement de l'ESS. Maintenant, vous savez, voilà, un petit peu mieux ce que c'est. On voulait vous proposer, voilà, trois premiers pas pour construire une stratégie de l'économie sociale et solidaire. Tout d'abord, vous pouvez vous dire, après tout ce qu'on vient de vous dire ces dernières 30 minutes, quels élus peuvent porter l'économie sociale et solidaire au sein de ma commune. Ça peut être vous, ça peut être aussi
Tu- tu- Ça peut te faire rire aussi. Euh, Ça peut être vous, mais ça peut être aussi, du coup, parfois d'autres élus ou plusieurs élus qui travaillent ensemble justement sur cette question-là. Comme vous l'avez vu, c'est quelque chose qui est transverse et quelque chose qui n'est pas forcément incarné par une seule et même personne. Euh, Nous, ce qu'on vous conseille donc, c'est d'identifier un ou une élue qui porte les questions de l'économie sociale et solidaire au sein de votre commune. Également, d'identifier les services référents sur ces questions-là de l'économie sociale et solidaire. On a parlé de beaucoup de sujets, vous avez vu, l'ESS peut être développé à tellement d'endroits que vous pouvez avoir peut-être une personne dans votre commune au niveau de la politique de la ville qui a des actions de développement de l'ESS. Ça peut être une personne sur les marchés publics qui a une partie sur la commande publique responsable, notamment, ou alors ça peut être, je ne sais pas, une personne qui est en charge de la vie associative. Vous avez vu, il y a plein de services qui peuvent être identifiés. Ce qui est important, c'est du coup de les identifier pour définir derrière, conjointement avec ces services-là, peut-être un ou une référente, des budgets et voir un petit peu les priorités en fonction de ce qui est déjà fait dans votre commune. Une fois qu'on a bien identifié en interne qui peut porter les questions de l'ESS dans sa transversalité et comment on s'organise voilà, pour son développement, on peut aussi aller à la rencontre des structures de l'ESS. Nous, c'est ce qu'on conseille à chaque fois aux collectivités. Identifier le tissu de l'économie sociale et solidaire sur votre territoire, connaître les spécificités, les besoins de ces structures-là, mais aussi tout ce qu'elles peuvent apporter comme réponse aux besoins de votre population. Ce que vous êtes aussi en train de faire aujourd'hui, sensibiliser les agents et les élus, puisque généralement, ce n'est pas un manque de volonté de développement de l'ESS, c'est un manque de connaissances sur l'économie sociale et solidaire. Donc, sensibiliser les agents et les élus à son développement, à ce que c'est et aux leviers de l'économie sociale et solidaire. Et nous, ce qu'on conseille derrière, c'est justement de mettre en place une politique de l'ESS avec une feuille de route, se donner des objectifs de développement clairs et permettre du coup cette transversalité par rapport aux autres politiques publiques. Euh, je termine juste ma présentation et je vais répondre juste après aux questions qui sont en train d'être posées. Nous, ce qu'on vous conseille du coup tout au long de votre mandat, c'est de pouvoir notamment soutenir ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Comment, alors, notamment via le levier de la commande publique, hein, j'en ai parlé un petit peu avant. Euh, Nous, ce qu'on voilà, on propose, c'est qu'une commune soit exemplaire sur la dépense de l'argent public. Et donc, quoi de mieux que de dépenser de l'argent public pour des emplois non délocalisables qui répondent à des besoins sur son territoire. Donc, nous, on préconise une commande publique responsable. Également, de soutenir les structures de l'économie sociale et solidaire avec des conventions ou tout type de subventions, mais également d'inclure les structures de l'ESS dans des instances décisionnelles sur des projets de territoire. Souvent, on a des villes qui intègrent l'économie sociale et solidaire dans des projets d'aménagement ou tout autre nouveau projet, mais également quand il y a de la vacance, dont par exemple, l'exemple de Malakoff était un bon exemple. Intégrer les structures de l'ESS, elles peuvent avoir des bonnes réponses sur ce que vous rencontrez comme difficulté ou comme besoin sur votre commune. Nous, ce qu'on conseille aussi, c'est d'échanger un maximum avec les autres collectivités qui développent l'économie sociale et solidaire. C'est beaucoup plus facile de développer l'ESS quand on sait ce qui est fait ailleurs, les exemples qui fonctionnent, un petit peu les erreurs aussi à éviter. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est notamment de participer au temps fort que nous organisons, notamment le club des collectivités qu'on porte avec la MIF et le RTES, donc le réseau territorial de l'économie solidaire, qui est un réseau d'élus sur l'économie sociale et solidaire, ou alors aussi d'aller voir des réseaux spécialisés. Si vous avez des questions sur les ressourceries, si vous avez des questions sur la culture ou autre, on peut aussi vous aider ou sur l'insertion par l'activité économique. Il y a des réseaux spécialisés, on peut aussi vous guider vers des réponses que peuvent apporter ces réseaux-là.
Nous, on trouve aussi intéressant de pouvoir valoriser l'ESS auprès du grand public et donc faire connaître l'ESS auprès du grand public. Le levier le plus connu, c'est d'organiser le mois de l'économie sociale et solidaire. C'est le mois de novembre qui existe depuis plus d'une dizaine d'années. Où au cours de ce mois, on a des portes ouvertes de structures, des débats, des ciné-débats, des ateliers, des forums de l'ESS qui peuvent exister en mairie. Voilà, voir ce qu'on peut développer au niveau de sa commune pour visibiliser l'ESS, c'est aussi un levier qui peut être intéressant pour sensibiliser le grand public à ce mode d'entreprendre. Ce qu'on n'oublie pas aussi, c'est qu'on peut être aussi un intermédiaire intéressant pour les structures, c'est-à-dire notamment entre des bailleurs qui peuvent ne pas connaître les structures ou avoir des a priori sur celles-ci, faire l'intermédiaire entre des structures que vous connaissez de votre commune et les bailleurs. Ça peut être intéressant aussi. Souvent, elles sont à la recherche de locaux, les structures, donc n'hésitez pas non plus à faire se rencontrer bailleurs et structures de l'ESS. Mais généralement, elles ont aussi un besoin, que ce soit du côté des structures, mais aussi du coup des entreprises conventionnelles, de rencontres. euh, donc, nous, ce qu'on préconise et qui a été un petit peu théorisé, c'est la RTE, donc la responsabilité territoriale des entreprises. C'est la version RSE, mais au niveau d'un territoire. Et c'est faire se rencontrer des structures entre elles, des collectivités, et avoir une responsabilité collective sur l'impact qu'on peut avoir sur son territoire. Donc, faire se rencontrer les entreprises classiques et les structures de l'ESS, c'est intéressant aussi quand on a un besoin de développer une responsabilité territoriale des entreprises. Du coup, on vous a mis juste après voilà, le club des collectivités. Donc, le prochain aura lieu sur le salon de la MIF. N'hésitez pas à vous inscrire.